McDonald's est conçu pour la rapidité et l'uniformité. Ce choix de conception standardise le goût d'un restaurant à l'autre, mais concentre aussi les qualités qui définissent l'alimentation ultra transformée. Densité énergétique élevée, glucides raffinés, sodium et sucres ajoutés, texture conçue par l'ingénierie et une chaîne de production optimisée pour la reproductibilité plutôt que pour le profil nutritionnel d'un repas fait maison. Au cours des 2 dernières années, les preuves se sont multipliées. Une plus grande exposition aux aliments ultra transformés est constamment associée à de moins bons résultats cardio-métaboliques et à une mortalité plus élevée, toutes causes confondues dans de grandes cohortes et revues de synthèse. Le signal ne concerne pas une toxicité aiguë, il s'agit de schémas chroniques. Une alimentation fortement basée sur les repas ultra transformés accroît le risque à long terme d'une manière désormais difficile à ignorer. Les recommandations de santé publique évoluent dans le même sens. L'American Heart Association fixe la limite de sodium à 2300 mg par jour maximum, avec un objectif idéal de 1500 mg pour la plupart des adultes. Plus de 70% du sodium consommé par les Américains provient des restaurants et des aliments emballés et non de la salière domestique. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande de maintenir les sucres libres en dessous de 10% de l'apport énergétique quotidien et signale un bénéfice supplémentaire autour de 5%. Environ 25 grammes par jour pour un adulte. Ces chiffres sont simples et ils comptent car un menu typique de fast-food épuise rapidement ses budgets. Ce que vous commandez au comptoir illustre le problème. Commencez par le hamburger emblématique. Aux États-Unis, le Big Mac affiche 580 kilocalories pour un seul sandwich. Et cela avant les frites, la boisson ou le dessert. Ajoutez une portion standard de frites et un soda sucré et vous avez déjà atteint l'équivalent d'une journée de référence à 2000 kilocalories. Si vous êtes du genre à vouloir voir ce qui se cache réellement derrière les panneaux de menu, restez avec nous pour le prochain examen approfondi et abonnez-vous. Nous ne faisons que commencer, rien n'est caché. C'est l'arithmétique d'un menu conçu pour être satisfaisant, prévisible et rapide. Le problème n'est pas qu'un sandwich ruine un régime. Le problème est que le système rend la configuration riche en calories le choix par défaut, sauf si le client résiste activement à chaque étape. Le levier le plus discret est le sodium. La plupart des clients se concentrent sur les calories et ignorent le minéral qui, au fil des ans, augmente le risque d'hypertension. Un repas de fast-food consomme souvent une grande fraction de l'apport quotidien recommandé en sodium et les combinaisons populaires, notamment familiales, font grimper le total encore plus haut. Pour les enfants, l'effet est proportionnellement plus grand puisque leurs limites recommandées sont plus basses. Un menu enfant courant de 4 nuggets, dans une configuration souvent citée, contient environ 600 mg de sodium à lui seul. Multipliez cela par l'habitude, ajoutez les repas scolaires et les collations, et vous comprenez pourquoi les cliniciens insistent sur les schémas alimentaires plutôt que sur des choix isolés. La chaîne ne force pas ce résultat. Il se produit parce que le chemin le plus simple sur le menu n'est presque jamais le plus faible en sodium. Les sucres sont le deuxième levier. Le seuil de l'OMS d'environ 25 grammes par jour de sucres ajoutés est facile à dépasser avec une seule boisson ou un seul dessert. La quantité exacte varie selon le marché et la portion, mais la conclusion pratique est la même. Ajouter un niveau de sucre digne d'un dessert à un repas déjà riche en calories pousse l'apport quotidien au-delà des limites prudentes, sans donner l'impression d'un excès particulier. Le design n'est pas malveillant, il est rentable. Le résultat n'est pas un poison, c'est un schéma. Et les schémas déterminent la santé à long terme. Regardez ce qui a disparu des menus américains. Les salades ont été retirées en 2020 pour simplifier les opérations et n'étaient pas revenues de manière générale jusqu'au rapport de fin 2024 et 2025. C'est important car la décision « Allez, je prends une salade » permettait au groupe de ne pas se diviser et offrait aux clients soucieux de leur santé un moyen de participer sans adopter le schéma hypercalorique. Sans cette option, un choix plus léger dépend de requêtes personnalisées et de substitutions. Eau plutôt que soda, pas de sauce, portion réduite, protéines séguiutes sans pain, qui exigent de la discipline au moment d'une décision d'achat rapide. Il n'est pas surprenant que la majorité des clients acceptent simplement le menu combiné tel qu'il est conçu. À l'échelle de la catégorie, les aliments ultra transformés représentent toujours la majorité des calories consommées aux États-Unis, selon des rapports fédéraux d'août 2025, avec une exposition encore plus élevée chez les jeunes que chez les adultes. Cette part a légèrement diminué par rapport aux années précédentes, mais le centre de gravité reste là où la littérature de santé pointe le risque le plus élevé. Les régulateurs réagissent. En mai 2025, l'OMS a commencé à recruter des experts pour élaborer une directive sur la consommation d'aliments ultra transformés. Et en juillet 2025,
La FDA et l'USDA américaine ont conjointement sollicité l'avis du public pour définir une norme commune de la catégorie. Quand plusieurs institutions avancent dans la même direction, le signal aux consommateurs est clair: réduisez la dépendance aux schémas ultra transformés. Cela décrit le fast-food en général et McDonald's en particulier. La liste d'ingrédients de l'accompagnement le plus emblématique de la chaîne montre pourquoi le J-Standard compte. Entre l'usine et le restaurant, un fournisseur épluche, coupe, blanchit, sèche, préfrit et congèle les pommes de terre avant qu'elles ne rencontrent le mélange d'huile de canola en cuisine pour la friture finale. Le processus est documenté car la constance est le produit. Une couleur standardisée, un croustillant, prévisible, un profil d'arôme qui déclenche la mémoire. Ce sont des résultats conçus. Ils coïncident aussi avec une exposition accrue au sodium et une densité calorique qui n'a que peu de rapport avec le légume entier d'origine. Rien de tout cela ne rend une portion de frites illégale ou intrinsèquement mauvaise. Cela fait du consommation routinière de frites une partie d'un schéma plus large que la santé publique associe désormais au risque. Il n'est pas nécessaire d'invoquer le folklore ou des artefacts comme la fameuse exposition d'un vieux repas McDonald's dans un musée en Islande pour illustrer le point sur le traitement. L'explication la plus courante est un aliment qui ne semble pas pourrir est souvent moins d'humidité, plus de sel et des surfaces moins hospitalières aux microbes, pas l'immortalité ni le mystère. Il est plus utile de se concentrer sur ce que nous savons. Densité énergétique élevée, sodium élevé, sucres ajoutés, des boissons et desserts faciles à dépasser et l'effet cumulatif des repas fréquents de fast-food est un régime qui dérive vers une zone que les chercheurs en santé publique qualifient désormais de risquée. Mettez le coup de côté un instant, nous y reviendrons plus tard, et considérez seulement l'arithmétique de la santé. Un hamburger à 580 kcal n'est pas hors norme pour un déjeuner. Ajoutez des frites et un soda sucré, et le menu devient un événement majeur dans les budgets quotidiens d'énergie et de sodium. Ajoutez un dessert et il représente l'essentiel du budget quotidien de sucre en une seule fois. Répétez ce schéma plusieurs fois par semaine, et il devient l'histoire dominante du régime au détriment des fibres, des micronutriments et des combinaisons protéines-légumes associées à de meilleurs résultats. Le modèle de la friandise occasionnelle est compatible avec les recommandations. Le modèle du schéma hebdomadaire ne l'est pas. Peut-on limiter les dégâts au comptoir? Oui, mais avec des limites. Remplacer le soda par de l'eau réduit drastiquement les sucres ajoutés. Éviter le dessert peut retrancher des centaines de kilocalories à l'apport hebdomadaire. Réduire les portions et éviter les sauces diminue le sodium. Mais aucune de ces tactiques ne surpasse le moteur principal, la fréquence. Le signal fort et constant de la littérature concerne l'exposition. Moins de repas ultra transformés par semaine réduisent le risque plus efficacement que de petits ajustements qui laissent la fréquence élevée. Pour une marque mondiale dont l'offre est presque entièrement ultra transformée par conception, moins de visites globales est le seul levier aligné avec les preuves. La conclusion est claire. McDonald's fournit rapidité et goût reproductible par des moyens qui placent son menu dans la catégorie ultra transformée. De grandes synthèses récentes relient une plus grande exposition à cette catégorie à de moins bons résultats cardio-métaboliques et à une mortalité accrue. Les directives de sodium et de sucres ajoutés sont facilement dépassées par les menus standards. Et l'option légère, la plus évidente aux États-Unis, a disparu des menus nationaux, rendant les commandes moins caloriques et plus riches en fibres, plus difficiles, justement au moment où la pression sanitaire et économique augmente. Aucun de ces points ne requiert du drame ou des anecdotes, ce sont des propriétés d'un système. Les systèmes peuvent être utilisés occasionnellement sans grandes conséquences. Ils deviennent un problème lorsqu'ils deviennent la norme. Le prix n'est plus un bruit de fond. Il fait partie de la décision. Le hamburger, autrefois synonyme de bon marché, signale désormais l'inflation à sa manière. Mi-juillet 2025, l'indice Big Mac de The Economist plaçait le prix américain autour de 6 $, en hausse par rapport à un peu moins en janvier. L'indice est conçu pour comparer les devises, mais pour les clients, le message est simple. Même la référence coûte plus cher. Et les extras qui rendent le fast-food complet entraînent une addition plus lourde qu'il y a quelques années. Les promotions peuvent brièvement restaurer l'ancienne impression de valeur, mais elles ne changent pas le prix de base et ne sont pas toujours disponibles quand les ménages en ont besoin. Les mises à jour de l'entreprise pendant l'été montrent comment le modèle s'adapte à cette réalité. La direction a ressorti un manuel familier, menu limité dans le temps, offre numérique via l'appli et relancement conçu pour faire bouger à la fois les files d'attente et les réseaux sociaux. Le très médiatisé menu à 5 $ a ramené une partie du trafic qui avait ralenti chez les clients à plus faible revenu au début de l'année
Et les résultats financiers en ont profité le temps de la promotion. Le schéma de fond est constant. La croissance vient de fenêtres de valeur soigneusement minutées et de nouveautés produits, plutôt que d'un retour structurel à l'ancien plancher des prix. Pour les consommateurs, cela signifie que le calendrier compte. Manquer la fenêtre peut transformer un repas bon marché prévu en une facture nettement plus élevée. La plateforme pousse vers les menus complets, un plat principal, un accompagnement et une boisson, car les menus combinés sont plus rapides à assembler, plus faciles à commercialiser, et parce que les écrans et applis sont calibrés pour mettre en avant les articles à forte marge là où les yeux se posent d'abord. Menu limité dans le temps, option d'upgrade en un clic, parcours de retrait ou de livraison. Ce design comportemental n'est pas une conspiration. C'est l'interface du commerce moderne. Mais dans un environnement alimentaire déjà orienté vers des choix à forte densité énergétique, cette interface a des conséquences prévisibles. Le positionnement et les nudges d'informations qui servent dès la marge plutôt que la santé poussent les calories et les sucres ajoutés vers le haut, pas vers le bas. La prochaine partie relie les points que la plupart des gens ne remarquent jamais et elle change la façon dont vous voyez chaque passage au drive. Abonnez-vous pour ne pas la manquer, ainsi que les autres enquêtes à venir. Un Oreo McFlurry classique aux États-Unis affiche 410 kilocalories sur la page officielle de nutrition. Un seul produit qui rivalise avec l'énergie de certains sandwichs et qui accompagne souvent un repas déjà dense en calories et en sodium. Boissons spéciales et milkshakes produisent des effets similaires quand ils sont choisis machinalement. L'expérience client est celle d'une petite récompense. La caisse enregistre une forte hausse de l'apport quotidien. Dans une semaine où le prix est central, elle enregistre aussi une addition non négligeable. Le rythme promotionnel rend ces décisions apparemment anodines. Leur effet cumulatif est tout, sauf anodin. L'histoire opérationnelle la plus publique de ces dernières années, le goulot d'étranglement des machines à glace soft serve, a tourné la page en 2 étapes et mérite d'être comprise car elle montre comment les changements juridiques et logistiques façonnent le menu que l'on rencontre réellement. En octobre 2024, l'Office du copyright des États-Unis a accordé une exemption limitée du droit à la réparation pour certains équipements de préparation alimentaire de détail, incluant explicitement les machines à soft serve, donnant aux franchisés et aux techniciens indépendants une base légale pour contourner les verrous logiciels à des fins de diagnostic et de réparation. En juin 2025, une action en justice très médiatisée entre une start-up de la Bay Area et McDonald's a été close par un rejet du tribunal après des informations selon lesquelles les parties étaient parvenus à un accord. L'effet pratique, moins d'obstacles juridiques et, progressivement, une meilleure disponibilité dans les points de vente qui investissent dans la maintenance. Du point de vue du client, la seule différence perceptible est la disponibilité. Le profil nutritionnel du soft serve et des desserts glacés reste exactement le même qu'auparavant. Des machines plus fiables ne changent pas l'arithmétique de la santé. Elles transforment des ventes perdues en ventes conclues. Il est tentant de présenter tout cela comme une histoire de discipline individuelle face à un marketing habile. Mais le cadre le plus juste est celui des systèmes. Les systèmes créent des schémas. Les schémas créent des habitudes. Les habitudes créent des résultats. Quand l'encre de prix monte, quand la valeur se déplace vers des promotions temporisées, quand l'écran privilégie les menus combinés et quand l'application réduit les frictions pour ajouter des extras, le résultat pour un foyer reflète moins une décision isolée qu'une série de choix de conception qui l'entourent. Le chemin de moindre résistance conduit désormais de manière plus fiable à des repas plus caloriques et plus salés, à un prix plus élevé qu'avant la pandémie. Inverser ce chemin ne demande pas une idéologie. Cela demande un nouveau schéma qui traite la plateforme comme une exception et non comme une solution de routine. Ce qui se passe avant qu'un plateau n'arrive au comptoir détermine l'essentiel de son empreinte. Et dans ce système, l'arithmétique est dominée par les chaînes d'approvisionnement, non par les restaurants. Les propres rapports climatiques de l'entreprise l'indiquent clairement. L'énergie directe des restaurants et la logistique comptent, mais la majeure partie des émissions se situe en amont. Dans l'agriculture, l'utilisation des terres et l'alimentation animale, en particulier lorsqu'il s'agit de bœuf et de produits laitiers. Des objectifs validés par la Science Based Targets Initiative séparent les réductions à court terme pour les installations et la distribution de celles concernant la catégorie dite Forest, Land and Agriculture, avec un langage stipulant que les émissions du Scope 3 Flag doivent abaisser de 16% d'ici 2030 par rapport à la base de 2018, tandis que les Scope 1 et 2 doivent chuter d'environ 50% sur la même période. Même avec des améliorations agressives dans les cuisines, bureaux et flottes de livraison, le levier le plus puissant reste la biologie des bovins. Toute affirmation de repas en plus vert qui ignore ce levier relève surtout de l'optique.
La science derrière ce levier est simple. Les ruminants émettent du méthane durant la digestion. Le fumier en ajoute une autre source. La déforestation et la production de fourrage ajoutent du carbone et du protoxyde d'azote. L'agriculture représente une large part du méthane d'origine humaine et le bétail en fournit la majorité. Les agences internationales et les rapports techniques convergent vers la même conclusion, même si leurs chiffres diffèrent à la marge. Si un menu est centré sur le bœuf et les produits laitiers, il est centré sur le méthane. Et le méthane est un polluant climatique puissant à courte durée de vie qui alimente le réchauffement à court terme. Les additifs alimentaires, l'amélioration génétique et la gestion du fumier peuvent réduire l'intensité. Et les projets pilotes montrent des résultats prometteurs, mais le profil de base favorise moins de portions de bœuf plutôt que de petits gains d'efficacité, lorsque l'objectif est une réduction rapide durant cette décennie. Pour un foyer choisissant le dîner, la manière la plus simple de réduire l'empreinte climatique d'une commande est de prendre moins d'articles au bœuf et de recourir moins souvent à des plateformes où le bœuf est l'option par défaut. L'emballage se trouve de l'autre côté de l'équation de visibilité. Emballage, gobelets, couvercles et jouets constituent l'aspect climatique le plus visible pour les clients et la marque a fixé des objectifs publics visant à ce que tous les emballages proviennent de matériaux renouvelables, recyclés ou certifiés et à développer le recyclage en restaurant. Ces efforts sont réels et utiles, mais ils ne modifient pas la hiérarchie d'impact décrite dans les propres rapports de l'entreprise. L'emballage n'est qu'une tranche. L'agriculture est le cœur. De meilleures poubelles sont une bonne pratique. Moins de commandes de bœuf déplacent réellement l'aiguille. La différence est d'échelle. L'impulsion politique croise désormais la commodité quotidienne. Les autorités sanitaires et les régulateurs ont entamé des démarches officielles pour standardiser la manière dont les États-Unis parlent des aliments ultra-transformés. Les agences ont reconnu l'absence d'une définition unique et autoritative, lancé une collecte d'informations communes et signalé leur intention d'élaborer une définition fédérale uniforme pouvant guider les directives nutritionnelles, l'étiquetage et les achats publics. L'Organisation mondiale de la santé a agi en parallèle, lançant un appel à experts pour aider à bâtir une directive de consommation. Ces recommandations deviennent crédibles lorsqu'elles peuvent s'appuyer sur des termes définis. Une fois établies, les règles d'achat pour les écoles, hôpitaux et programmes publics tendent à suivre. Si ce changement se concrétise, l'environnement alimentaire de base évoluera progressivement. Entre-temps, les choix individuels portent encore le poids. Des rapports externes sur les habitudes alimentaires nationales ajoutent du contexte. La majorité des calories aux États-Unis provient encore des aliments ultra-transformés, avec une baisse modérée mais un centre de gravité obstinément élevé. Ce constat ne transforme pas une seule chaîne en méchante, mais illustre que la semaine alimentaire typique américaine est construite à partir de repas, encas et boissons standardisés industriellement. La plateforme étudiée ici est l'un des moyens les plus efficaces de maintenir ce schéma. L'efficacité est le modèle d'affaires. Pour les autorités sanitaires, la tâche est de déplacer les moyennes. Pour les familles, la tâche pratique est de rompre assez souvent avec les habitudes de commodité pour que la semaine moyenne inclue moins de schémas industriels et davantage de repas peu transformés. Le travail de politique publique prendra du temps à s'installer. L'ajustement domestique peut se faire dès la prochaine liste de courses. La conclusion pratique est étroite et applicable. Si l'objectif est de réduire l'impact climatique des repas, moins de commandes de bœuf sont le levier le plus rapide. Moins de repas de fast-food en général est un levier encore plus simple, car cela réduit aussi l'usage d'emballage et les étapes de transport liées à la livraison et au drive. Si l'objectif est de réduire les risques pour la santé, moins de combinaisons industrielles, riches en sodium et en sucres ajoutés, sont plus efficaces que d'essayer de battre le menu combiné de l'intérieur. Si l'objectif est d'économiser, moins de visites au total évite le problème de devoir caler ses achats dans les fenêtres promotionnelles. Une plateforme conçue pour la vitesse et l'uniformité peut encore s'intégrer à une vie orientée vers la santé, le budget et les émissions, mais elle y entre comme une exception. Et une exception, par définition, est rare. McDonald's prouve que la commodité moderne peut être conçue avec une précision remarquable, et que cette précision entraîne des compromis prévisibles. Le menu est optimisé pour le débit et l'uniformité de goût, non pour le profil nutritionnel recommandé par les autorités de santé publique. Dans des études récentes, une plus forte dépendance aux repas industriels est associée à de moins bons résultats cardio-métaboliques. À l'intérieur de cette plateforme, cette corrélation est renforcée par des plats principaux riches en calories, des accompagnements chargés en sodium et des desserts et boissons qui peuvent dépasser un budget en sucre ajouté en quelques minutes. Rien de tout cela n'a besoin d'un scandale pour être vrai. Cela découle simplement de la manière dont la nourriture est conçue, assemblée et vendue à grande échelle. La dynamique des prix va dans la même direction.
Le hamburger emblématique ne joue plus le rôle d'encre stable du pas cher. La valeur apparaît par salves promotionnelles courtes et disparaît quand elle cesse. Les écrans et applications excellent à présenter des menus complets et des surclassements en un clic. Le résultat est un ticket moyen plus élevé et une consommation plus importante, surtout lorsque petit déjeuner et petite douceur de fin de journée sont inclus. Des changements légaux ont même fluidifié un fameux goulot d'étranglement en facilitant la réparation des machines, mais ce temps de disponibilité se traduit principalement par plus de desserts mal servis, pas par des achats plus sains. Le bilan environnemental ajoute du poids sans émotion. Les rapports de l'entreprise indiquent clairement que la majorité des émissions se situent en amont, bétail et fourrage. Les améliorations d'emballage comptent, mais l'agriculture domine, et le bœuf domine l'agriculture. Si un foyer veut un effet climatique rapide à partir de petits choix, réduire les commandes de bœuf est plus efficace qu'une meilleure signalétique des poubelles ou un couvercle différent. Les régulateurs avancent vers un langage commun sur les aliments ultra transformés, signe que le débat a mûri, passant de l'intuition aux définitions. À mesure que ces définitions se fixent, les règles d'achat et les recommandations publiques se suivent, et l'environnement alimentaire penche lentement vers moins de composition industrielle. Les familles n'ont pas besoin d'attendre, le signal applicable est déjà assez fort pour agir dans la vie quotidienne avec les contraintes ordinaires. Le résultat pratique n'est pas une posture morale, mais un changement de schéma. Traitez ce canal comme occasionnel plutôt que routinier. Quand vous y allez, commandez moins que le menu combiné n'implique. Choisissez de l'eau, sautez les desserts automatiques, préférez des plats principaux sans bœuf quand l'envie le permet, repensez le petit déjeuner ici comme un choix ponctuel, pas comme un moule pour les jours ouvrables. Ces gestes sont petits, peu spectaculaires et efficaces. Sur des semaines, ils réduisent l'exposition au sodium et au sucre, diminuent les dépenses dépendantes des promotions à saisir au bon moment et allègent la part de votre empreinte liée au bétail. Ce qui rend cette conclusion durable, c'est qu'elle ne dépend d'aucun scandale, procès ou gros titre. Elle repose sur des caractéristiques stables du système. Comment la nourriture industrielle fournit l'uniformité, comment les promotions façonnent la perception, comment les chaînes d'approvisionnement déterminent les émissions. Si vous changez la fréquence à laquelle vous dépendez de ce système, vous changez le schéma de votre alimentation, de vos coûts et de votre impact. Silencieusement, mesurablement, sans spectacle. C'est la sortie intelligente du pilote automatique. Pas un boycott, pas une promesse, juste assez de distance pour que votre santé, votre budget et l'arithmétique climatique évoluent en votre faveur. Si vous voulez davantage de ces analyses factuelles sans le vernis marketing, vous abonner est la manière la plus simple de ne rien manquer de ce qui vient ensuite.